Bonjour les petits. Alors pour aujourd'hui, on va faire la reprise de la première partie d'un cours fascinant sur Rome du mythe à l'histoire. Alors tout d'abord, quand on lit simplement le titre du cours, Rome du mythe à l'histoire, on voit qu'on retombe sur une grande question qui nous concerne depuis le début de l'année, c'est-à-dire le rapport qu'il peut y avoir entre le mythe, la légende, la tradition et l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire cette enquête scientifique que nous menons nous, en classe d'histoire géo, et que mènent les historiens pour connaître le passé. Alors, pour commencer, ce document, il s'agit d'une simple plaque d'égout sur laquelle vous voyez 4 lettres, S, P, Q, R. Et pour nous, ça n'a rien d'autre au départ qu'une simple plaque d'égout. Pourtant, ces 4 lettres ont véritablement terrifié l'ensemble du monde méditerranéen pendant près d'un demi-millénaire. Ces 4 lettres représentent la plus grande puissance politique et militaire presque de l'histoire, s'il en est, puisque aucun empire, aucun pays aujourd'hui n'arrive et n'est arrivé à administrer un tel territoire pendant une durée aussi longue. Alors forcément, aujourd'hui, quand on réfléchit sur l'histoire de Rome, on peut se poser la question de savoir comment une simple ville a pu réussir à dominer l'ensemble du monde méditerranéen pendant aussi longtemps. Et d'abord, la première question pour répondre à cette grande problématique, c'est d'où vient cette ville? C'est une question importante qui a fait couler énormément d'encre depuis toujours. Et déjà à l'époque de la puissance de Rome, les Romains se posaient cette question. Donc aujourd'hui, je vous invite à vous mettre un petit peu dans la peau d'un historien qui veut retrouver des traces pour savoir comment a pu naître cette ville. Alors si on y réfléchissait, la première chose qu'on ferait si on voulait répondre à cette question, c'est sans doute d'aller à Rome. Donc on irait à Rome, on irait voir sur place, et après une petite pizza et une glace, on irait se poser la question de savoir où est-ce qu'on va trouver ces informations. Alors je ne sais pas vous, mais le premier réflexe que j'aurais personnellement, c'est d'aller donc dans une bibliothèque et de chercher des ouvrages qui puissent me parler de la naissance de Rome. Et très rapidement, on va trouver sur un livre qui s'appelle l'Énéide et qui va nous raconter comment est née la ville de Rome. Ce livre a été écrit au 1er siècle avant Jésus-Christ et il nous raconte de manière assez passionnante comment la ville naît. Alors je survole un peu rapidement les documents dont vous avez déjà pris connaissance, mais l'ancêtre fondateur de Rome et des Romains serait un Troyen, de la ville de Troie décrite dans l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Une ville mythique s'il en est. Alors ce Troyen, du nom de Énée, serait le fils d'un berger troyen, Anchise, et de Vénus, la déesse de la beauté. Rien que ça. Donc à la fin de la guerre de Troie, il fuit sa ville et arrive en Italie, où sa descendance va se suivre et devenir peu à peu roi de cette région du Latium. 300 ans plus tard, le roi descendant d'Énée, qui porte le nom de Numitor, a une fille, Rhea Silvia, qu'on appelle aussi Ilia, selon les versions du texte. Et il est tellement sévère envers sa fille, il ne veut tellement pas qu'elle se marie et qu'elle connaisse d'autres hommes, qu'il décide pour elle qu'elle sera prêtresse de dieu Mars, du dieu de la guerre, ce qu'on appelle une vestale, et donc qu'elle doit vivre toute sa vie dans le temple de Mars, sans jamais connaître d'homme, en restant vierge toute sa vie. Effectivement, les Vestales à Rome, ces prêtresses du dieu Mars, vivaient dans le temple et elles ne devaient rester vierges, sous peine de quoi elles étaient enterrées vivantes. Donc ça donne pas trop envie. Mais une nuit, alors qu'elle dort dans le temple, le dieu Mars en personne vint la voir et la viole. Et de ce viol naîtront 2 enfants, puisque Rhea Silvia va tomber enceinte de jumeaux. 2 enfants qu'elle va évidemment tout de suite abandonner dans la forêt de la colline voisine, la colline du Palatin, et qui porteront le nom de Rémus et Romulus. Vous connaissez sans doute la suite de l'histoire, vous avez sans doute déjà vu cette représentation sous forme de statues, ou de photos, ou d'images. Les enfants, les 2 enfants, sont recueillis par une louve, et allaités par cette même louve, ce qui leur permet de façon presque surnaturelle de survivre et de devenir de jeunes adultes forts et fiers. Alors ce n'est pas du tout un hasard, ni
un animal choisi au hasard quand on sait que la louve, et le loup en règle générale, est l'animal associé au dieu Mars. Il semblerait que ce soit le dieu Mars qui ait envoyé cette louve pour sauver ses deux enfants. Alors donc pour résumer ce qu'on apprend de ce premier texte, une origine troyenne, d'une part, c'est-à-dire d'une ville que l'on connaît dans l'œuvre d'Homère, œuvre qui est une œuvre littéraire, hein, d'une part, par un auteur qui n'existait pas, c'est-à-dire un auteur composé d'une multitude d'aèdes, je vous le rappelle. Une origine divine, et même doublement divine, d'autre part, puisqu'Énée était le fils de Vénus, déesse de la beauté, et que Rémus et Romulus sont fils du dieu de la guerre, le dieu Mars. Donc voilà une première histoire qui nous renseigne sur les débuts de la ville de Rome. Alors vous êtes toujours dans votre bibliothèque, vous reposez votre livre et vous en prenez un autre qui s'appelle Histoire romaine, qui est écrit à la même époque, au 1er siècle avant Jésus-Christ, par un historien romain qui porte le nom de Tite-Live. Alors celui-ci reprend l'histoire de Rémus et Romulus et va même vous en donner de la suite. Alors dans ce texte 4, Rémus et Romulus sont adultes et ils vont se confronter l'un l'autre pour savoir qui va, selon les dires d'un devin, quelqu'un qui lit le futur, fonder une ville qui dirigera le monde. Alors, pour départager lequel des deux frères va fonder cette ville, on leur conseille de monter chacun sur une colline et de regarder les augures. En clair, ils doivent imaginer un rectangle dans le ciel et attendre lequel des deux rectangles va être le premier traversé par des oiseaux. Donc tout à coup, Rémus s'écrie « Ouais, ça y est, j'ai vu 6 vautours passer dans mon rectangle ». Juste après, avant même qu'il ait pu finir sa phrase, son frère Romulus dit « Moi, j'en ai vu 12 ». Alors ils se retrouvent et ils discutent. L'un dit « C'est moi qui ai eu le premier ». L'autre dit « Ouais, j'en ai eu 2 fois plus ». Et donc ils s'échauffent, ils discutent. Ils se battent, je vous accélère un peu le passage, et ils se battent, et finalement, Romulus tue son frère, et fonde donc une ville qui portera son nom, Romulus, fonde Rome. Romulus, Rome. Alors là, vous êtes dans votre bibliothèque, vous reposez votre livre, vous avez l'histoire de la fondation de Rome, vous êtes content, mais pas très historien. Alors, il y a certaines réserves que l'historien peut émettre sur ce texte. C'est un texte merveilleux. On y parle d'hommes, de dieux, de louves qui recueillent et élèvent des bébés dans une forêt. Il a été écrit de nombreux siècles après l'histoire qu'il raconte. J'oubliais de dire que la fondation de Rome est traditionnellement datée de 753 avant Jésus-Christ, une datation très précise et dont la précision peut nous mettre la puce à l'oreille quant à l'authenticité et le côté scientifique de cette datation. Et surtout, ce texte est écrit à un moment très particulier de l'histoire de Rome, nous y reviendrons un petit peu plus tard. Les doutes que nous pouvons en historiens émettre sur la véracité des faits étaient déjà émis à l'époque de Tite-Live, et même par Tite-Live lui-même qui souligne la difficulté d'écrire l'histoire de Rome. Il admet qu'effectivement l'histoire de Rémus et de Romulus a été certainement un petit peu arrangée en faveur de Rome, histoire de donner des origines divines, mythiques, plus fantastiques à cette ville. Mais tout aussitôt il excuse ses excès, en expliquant que s'il y a bien une ville qui peut se permettre d'en rajouter un petit peu sur sa fondation, c'est Rome. N'oublions pas qu'il écrit à une période où Rome domine déjà le monde méditerranéen. Vous avez donc obtenu dans cette bibliothèque un récit de la fondation de Rome, un récit par la littérature. Mais en bon historien, vous allez donc confronter vos sources et confronter ce texte à ce que vous allez pouvoir trouver par un autre biais, par l'archéologie. Alors l'archéologie, je vous rappelle le principe, il s'agit de creuser le sol le plus profondément possible jusqu'à voir la dernière trace d'occupation humaine de la ville et de pouvoir confronter vos résultats avec ce que disent Tite-Live et Virgile. Donc pour commencer, vous allez vous rendre sur la colline du Palatin, donc la fameuse colline où Romulus aurait fondé Rome, et vous allez commencer à faire vos fouilles archéologiques. Ça m'amène donc à la deuxième partie de mon PDF. Donc les fouilles archéologiques
sur la colline du Palatin mettent en lumière une première occupation humaine qui daterait du milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à peu près 750, et ce qui ressemble étrangement au moins 753 de la tradition littéraire. Donc ça, c'est un premier sujet d'étonnement, c'est-à-dire qu'effectivement, cette tradition qui paraissait un petit peu farfelue se trouve être plutôt bonne sur le point de vue de la datation. Et effectivement, on a trouvé pas loin de là des céramiques qui dateraient de moins 760, moins 770 avant Jésus-Christ. Et puis on a surtout trouvé des traces de cabanes que je vous ai mis en photographie, des cabanes très rudimentaires, très simples, qui dateraient de cette période. Donc voilà ce qu'on peut dire grâce à ces fouilles, c'est-à-dire qu'effectivement la datation de la tradition de l'Énéide de Virgile et de l'histoire romaine de Tite-Live est juste, mais que vraisemblablement l'histoire racontée autour du personnage mythique de Romulus l'est beaucoup moins. De même, on a trouvé plus récemment une muraille qui date du 8e siècle avant Jésus-Christ à Rome et qu'on a appelée la muraille de Romulus. Alors est-ce que cette muraille est le signe, la preuve de l'existence de Romulus? Évidemment non, hein, c'est simplement la preuve d'une existence humaine et d'une volonté de protéger quelque chose au 8e siècle avant Jésus-Christ. De là à dire qu'il s'agit de Romulus, évidemment ça fait plus partie de la légende. Dans une activité 2, je vous avais comparé deux points de vue d'historiens, un premier qui s'appelle Grandazzi, et l'autre de Paul Fontaine, un chercheur français, l'un qui serait tenté d'accepter la légende de Romulus et l'autre non. Tout ça pour vous faire comprendre finalement que le sujet de l'origine de Rome reste encore des sujets de débat. L'un serait tenté d'accepter, en tout cas en grande partie, l'idée d'un fondateur à cette date qui aurait créé cette ville, et on le sent même plutôt enthousiaste à ce sujet. L'autre, en revanche, émet de sérieux doutes sur l'histoire de Rémus et Romulus. Alors évidemment, il ne s'agit pas non plus d'accepter la descendance et l'origine divine de la ville de Rome, hein, ce ne serait pas du travail d'historien, mais en tout cas, vous voyez par la comparaison de ces deux points de vue qu'il y a véritablement un débat entre chercheurs, qui est un débat qui est encore actuel, comme de nombreux autres. La recherche historique est donc une recherche scientifique qui avance par la contradiction, et tout le monde n'est évidemment pas d'accord les uns avec les autres. C'est d'ailleurs ce qui fait que la connaissance avance.